Bonjour, bonsoir. Je suis professeur Basilele Malo Malo, originaire de la République démocratique du Congo. Je réside au Brésil. Et en fait, je travaille à l'Université d'intégration internationale de la lusophonie afro-brésilienne. C'est une université de l'État brésilien. Et j'ai l'honneur de participer dans cette table ronde. En fait, cette session du symposium de la chaire UNESCO et l'honneur que j'ai de partager avec mes collègues cette session, Reynaldo et Sherman. Alors, l'apport que je vais apporter dans ce cadre ici, c'est le thème qui s'intitule « Les rapports entre la philosophie africaine, l'écologie et les droits biocosmiques ». À principe, ce thème, je le travaille, ça fait un peu longtemps, ici au Brésil, et dans le cadre de mes recherches en ce qui concerne les grands débats sur les droits de la nature. Mais à principe, mes contributions viennent à partir de la pensée africaine et surtout de la philosophie africaine. Je vais lire ici les résumés. Mon résumé, je pense que ça amène beaucoup d'éléments qui pourront nous aider avant que je ne puisse développer mes idées. Le travail trouve son fondement aux réflexions philosophiques africaines, traditionnelles et modernes, que Ndiaye a nommé de la philosophie de la force. Celle-ci s'est traduite par la notion afro-égyptienne de Noun, que nous retrouvons aussi entre le peuple bantou, d'Ntu, NTU. Le philosophe sud-africain Ramos argumente que Ubuntu est un terme africain qui exprime la notion de l'être étant toujours et déjà et nécessairement en mouvement qui se manifeste en ce que Alexis Kagame avait appréhendé comme les catégories de l'être. Ça veut dire les Kintu, la chose, les Antu, temps et espace, les Muntu, la personne, l'être humain, et les Kuntu, la modalité. Pour Tchamale Ngantumba, l'être en mouvement, c'est les Bissou ou les nous cosmiques, c'est-à-dire la réalité totale, processuelle, multiforme, globale. De ce point de vue, une fois, l'Intu signifie la vie en plénitude, poser la question des droits de la nature et où les droits humains reviennent à postuler de forme radicale les droits biocosmiques. En d'autres termes, il s'agit de défendre les droits de ces trois communautés de vie. La communauté divine ancestrale, la communauté l'univers nature et la communauté Muntu ou la communauté des Bantu, des êtres humains. Bon, à partir de ceci, j'aimerais maintenant développer mes idées dans le cadre de cette session. Mon thème, c'est les rapports entre la philosophie africaine, l'écologie et les droits biocosmiques. À vrai dire, quand je parle ici de la philosophie, c'est la pensée africaine dans sa totalité, et surtout dans la perspective des écrits du professeur Tchekanta Diop et Théophile Obenga. La philosophie, c'est ce que nous appelons les humanités africaines. Mais comme nous le savons,
dans plusieurs œuvres de professeur Théophile Obenga, comme des œuvres de Cheikh Anta Diop. Les données qui nous amènent, ce sont des données des sciences humaines et des sciences de la nature. Donc, on a une approche interdisciplinaire dans leurs œuvres. C'est à partir de cela que je développe mes idées, même ici nous parlons de la philosophie africaine. Et en plus, la philosophie africaine, comme nous le savons, date de longtemps. Une fois que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, donc nous partons de l'idée selon laquelle l'Afrique est aussi le berceau de la philosophie, berceau des sciences humaines et sciences de la nature. Je pense que tout le monde connaît, spécialement ici je mets l'œuvre comme civilisation barbarie, presque il y a une synthèse de tout ce que j'ai dit. Mais de l'autre côté aussi, je vais présenter d'autres idées à partir d'autres auteurs avec qui je travaille ici pour développer les thèmes ici. Bon, comme nous sommes dans un cadre de pensée, ce que nous appelons dans le cadre ici de la provocation, non, de cette session, la session en soi, c'est pour penser la question des droits de la personne, les mouvements sociaux au Brésil. Moi, je pars de l'idée que quand nous regardons surtout les sciences sociales du point de vue de l'Afrique, il faudrait refaire tout ce qui est l'histoire ou la sociologie des mouvements sociaux. Surtout en ce qui concerne, par exemple, ce qu'on va appeler les mouvements sociaux ethniques ou de minorités, hein, ou les mouvements liés aux femmes, ou même les mouvements appelés les mouvements appelés écosociaux. Remettre ces mouvements, les localiser dans les années 60-70, en fait, pour nous, ça cause des problèmes. Ça cause des problèmes. Alors, la pensée africaine, du point de vue de ce que nous appelons surtout cette pensée panafricaine, nous oblige à redéfinir, à réviser la périodisation. Et ça aussi, nous trouvons ça chez Cheikh Anta Diop. Quand Diop appelle l'Afrique à la question qu'il a appelée la falsification de l'histoire de l'Afrique et sa correction à partir de ses œuvres, en même temps, l'appel de Cheikh Anta Diop, c'était l'appel aussi de refaire l'histoire du monde. La façon dont cette histoire venait d'être racontée. Et nous savons que la grande révolution, non, qui se donne du point de vue de production de sciences, c'est avec l'histoire de l'Afrique. Bien sûr, même si ça date autour des années 60, que l'UNESCO va assumer pour publier les 8 volumes de l'histoire de l'Afrique. Mais il faudrait dire que cet engagement des transformations, des nouveautés, du point de vue des intellectuels africains, mettait en question, disons, les épistémologies qui existaient déjà à l'époque, et surtout l'histoire comme c'était raconté. Alors, cela veut dire, quand nous voulons penser les mouvements sociaux, nous voulons penser les mouvements écologiques, écosociaux, comme on peut les nommer. Du point de vue de l'Afrique, ça date de longtemps. C'est l'idée que je défends ici. Donc, il faudrait redéfinir tout. Je suis en train de parler de la révision de la sociologie et de l'histoire des mouvements sociaux, ce qu'on appelle des minorités ethniques ou minorités raciales, ou des femmes, ou des mouvements écologiques, comme j'ai déjà dit. Et tout cela, c'est dans la perspective des humanités. Les humanités africaines aujourd'hui, avec la philosophie africaine, nous savons, par exemple, à travers les œuvres de Théophile Obenga, de Cheikh Anta Diop, que la philosophie africaine date déjà longtemps, depuis l'Antiquité de l'Égypte. Depuis l'Antiquité de l'Égypte. De la même façon, cette périodisation nouvelle, nous la trouvons dans l'histoire générale de l'Afrique aussi.
pour cette histoire. Donc, il s'agit de produire une science qui a une approche épistémologique, théorique, méthodologique, pluri- et transdisciplinaire. Ça, c'est dans la perspective de Tchekata Diop, Théophile Obenga et le philosophe comme Tchamale Gantumba. L'histoire générale de l'Afrique, aujourd'hui, appelle aussi cette manière de produire la science et l'approche globale. Hein? Et cette approche, comme je disais là, j'ai déjà mentionné ici, il s'agit d'une approche panafricaine. Et dans notre cas, comme je suis en train de parler à partir du Brésil, il faut considérer aussi une approche locale. Quand je parle du Congo, il faut considérer aussi une approche locale à partir du Congo. Donc, dans ce sens-là, ça c'est la première question. L'autre question que je voulais mentionner ici, c'est la question de la périodisation. Hein? Cette périodisation, nous devons considérer, en résumant, 3 périodes. Ce que je nomme comme il faut prendre en considération l'Antiquité africaine, ici tous les processus de l'hominisation, hein, l'Afrique comme berceau de l'humanité, si c'est berceau de l'humanité, c'est berceau des sciences, hein, berceau de la philosophie, berceau des sciences exactes. Il faut aussi, dans ce cadre de l'Antiquité africaine, et surtout dans les œuvres de ethnologue et historien Carlos Moore, un concept qui nous amène ici pour penser l'Antiquité africaine, c'est comme c'est une des phases de l'histoire où nous avons ce que nous appelons les espaces civilisationnels africains vont se constituer dans cette période-là. Je suis en train de parler de la géopolitique africaine qui va se constituer. Et comme nous le savons dans les écrits de Tchekanta Diop, comme le professeur Eli Kambokolo, dans cette période, la Nubie va être la première civilisation du monde. La Nubie, c'est le premier État. Et encore, dans la ligne de Tchekanta Diop, nous savons déjà que les Égyptiennes revendiquent leur origine à partir de la Libye, où se trouve le Soudan aujourd'hui. Donc, nous sommes au niveau de l'Antiquité. En même temps, quand je suis en train de mettre en évidence cette question de récupérer l'histoire de l'Antiquité africaine, c'est pour nous dire aussi que dans cette période, en même temps, c'est ce que nous appelons la culture africaine. Et là, je suis dans la ligne de Tchekanta Diop, Théophile Obenga, Bilolo, Tchamale Gantumba. Nous parlons d'une unité dans la diversité. Donc, il y a un ethos, l'ethos, par exemple, communautaire, dans les sociétés africaines, depuis l'Antiquité. Mais en même temps, nous avons aussi d'autres éléments qui sont importants. D'autres éléments qui sont importants. Par exemple, la logique qui conduit les comportements des sociétés africaines, de peuples africains, c'est une logique surtout qui prend en compte les sacrés. Hein? Les sacrés est très important pour comprendre les sociétés africaines. Dans ce sens-là, je dirais, c'est que, par exemple, la sociologue nigérienne Ifi Amadjoume et surtout Oyomi Oronke appellent des cosmoperceptions. Les cosmoperceptions africaines sont fondées, comme j'ai déjà dit, sur l'idée du sacré. Dans plusieurs textes de l'Égypte, les textes Luba, les textes Yoruba, dans ce cadre, les textes de l'Égypte traités par Bilolo, traités par Tchamale Gantumba, de l'Égypte de Balouba, non, montrent que la conception africaine de la réalité et que la réalité que nous connaissons vient de la matière primordiale. Et cette matière primordiale qui est une et multiple en même temps. Et cette matière qui va donner naissance à ce que nous connaissons comme réalité. Plusieurs auteurs
comme Ramosé. Pour comprendre ce que nous appelons la réalité, il nous dira que parmi les peuples, surtout qui sont situés en Afrique australe, Afrique centrale, non, la notion de Ubuntu, qui lui va traduire comme l'être étant, qui donne le sens pour comprendre ce qu'il y a la réalité parmi ces peuples. Dans le même sens, Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga et Bassong vont nous parler du Noun et des Mahat. Hein? Les Noun qui étaient vus par les Égyptiens comme c'était l'eau originelle à partir de laquelle tout ce qui existe est venu à l'existence. Et aujourd'hui, avec la physique quantique, nous savons que avec la théorie des Big Bang, à la base de tout, c'est il y a une matière. Il y a une matière. Cette matière qui comporte de l'énergie, et cette énergie qui va après se disperser. Et à partir de là, nous avons tous les systèmes solaires, nous avons les étoiles, nous avons la Lune, et nous aurons la Terre, par exemple. Hein? C'est pour cela, Tchamali Ngantoumba, dans ses écrits, il préfère parler de la réalité que de parler d'une philosophie de substance. Parce que, à partir des conceptions africaines, tout ce qui existe est toujours en mouvement. C'est pour cela que je suis en train de dire que l'antiquité africaine, elle est très importante pour comprendre les résistances, les formes d'organisation, les mouvements de résistance, et ce que nous appelons en portugais les dévires, ou en français les dévires africains. C'est mouvement historique africain. Il parle de cette conception de la vie, et que la vie vient de la matière première, et cette matière première qui était une, ou qui est une, et qui va se multiplier. Alors, cette matière première, qui est appelée aussi du Mahat, non? Mahat, cette harmonie que nous, surtout les êtres humains, ou cette harmonie aussi qui se trouve dans la nature, cette harmonie qui se trouve en tout. Donc, la matière première qui donne la vie, qui donne toute forme de vie existante, m'appuyant chez Tchamali Ngantoumba, va se manifester de formes particulières dans trois communautés. La communauté univers, nature, la communauté divin, ancestrale, et la communauté bantou, ça veut dire des êtres humains. Si vous voulez que je puisse organiser ça en termes d'ordre, le premier serait la communauté divin ancestrale, après la communauté univers nature et la communauté des êtres humains, la communauté bantou. L'élément qui est commun entre toutes les communautés, c'est l'Intou. L'Intou, c'est la vie. Et vous vous rappelez que j'ai dit que Ubuntu, ça veut dire le préfixe Ubu, mouvement, Ntu, LTU, c'est l'énergie, c'est la matière, c'est ce que le Yoruba appelle Haché. L'Haché, c'est l'énergie, c'est la force vitale. Tchamali Ngantoumba, les philosophes congolais, quand ils travaillent ce qu'ils appellent des réalités, ils disent, regardez, les notions de la cosmoperception des peuples africains montrent que la réalité, elle est toujours processuelle, totale, globale et multiforme. Il est toujours en mouvement. C'est ce qu'il va appeler des bissous, des lingala qui signifie nous. Mais nous sommes en train de parler d'un nous cosmique, comme je l'ai dit déjà. Les nous, c'est un nous cosmique dans le cadre où tous les êtres qui existent, premièrement, sont vivants. Tous les êtres qui existent sont interdépendants.
tous les êtres qui existent se complètent. Il y a cette dépendance et cette interdépendance entre tous les êtres humains et tous les êtres humains et non humains. En plus de cela, tout, la vie là, qui provient de la matière première, font que, par exemple, l'eau, les étoiles, les animaux, les minéraux et les êtres humains soient formés par la même matière. À partir d'ici, vous comprenez déjà combien du point de vue de la philosophie africaine, surtout dans mes écrits, au lieu de parler, de me limiter à parler des droits de la nature, me limiter à parler des droits humains, je préfère utiliser les termes, les droits biocosmiques. Et cela, c'est le cadre de notre session. Nous sommes en train de parler des droits de personnes. Mais de quelles personnes dont nous sommes en train de parler? En fait, la nature, dans les grands débats que nous sommes en train de faire à partir de l'Amérique latine, la nature, c'est une personne qui a ses droits. L'univers, c'est une personne qui a ses droits. Les divinités, ce sont des personnes qui ont des droits. Nos ancêtres, ce sont des personnes qui ont des droits. Les ancêtres vivants ou les ancêtres qui nous ont déjà laissés. D'ailleurs, dans la conception africaine, il n'y a pas de mort, comme nous le savons, dans ce sens-là. D'ailleurs, dans mes écrits, un des derniers textes que j'ai écrit me posait la question, que signifie ce que j'appelle communauté, univers et nature? Les Yoruba vont appeler ça ce qu'on appelle l'univers là, ils vont appeler des Orun. Et ce que nous appelons comme la Terre, c'est que les mondes visibles que nous voyons ici, vont appeler des Aïe. Mais dans plusieurs mythologies, dans plusieurs philosophies, des Yoruba, des Bakongo, des Égyptiens, nous savons que les deux mondes sont en connexion. Il y a l'interdépendance entre les deux mondes. Peut-être ce que l'on appelle les mondes invisibles. Nous n'avons pas accès à ces mondes parce qu'avec ces yeux, on n'arrive pas. Mais maintenant, quand nous prenons par exemple les textes d'Amadou Hampâté-Bâ, en portugais, c'est portugais-français, portugais, les textes que j'ai ici appelés l'enfant Foula. L'enfant Foula. Dans ce texte, il parle par exemple combien nous, les peuples africains, nous valorisons les rêves. Parce que les rêves, c'est une des façons de nous communiquer avec ces mondes-là qu'on dit que c'est les mondes invisibles. Il y a des gens préparés pour ça, pour comprendre ces mondes. Bon, une fois dit cela, j'ai déjà aussi posé la base de ce que je comprends comme les droits biocosmiques. Les droits sont biocosmiques parce que les trois communautés particulières qui viennent de la grande communauté de la vie pleine, qui est la communauté Ntu, Haché, Mahat, Kalunga, qui est autre concept de Bakongo, de cette communauté qui est une et multiple en même temps. De là est venue d'autres communautés. La communauté sacrée ancestrale, la communauté univers, nature et la communauté des êtres humains ou la communauté bantou. Défendre les droits biocosmiques, ça veut dire valoriser, ça veut dire défendre la dignité de chacune de ces communautés en sachant qu'il y a la complémentarité, il y a l'interdépendance. Une communauté ne peut pas vivre sans l'autre. L'autre point que je voulais mettre ici, c'est la question de la périodisation. À vrai dire, la question de la périodisation, comme j'ai déjà dit, j'ai commencé ici avec l'Antiquité africaine et je suis en train de défendre que, à vrai dire, je suis en train de défendre que nous avons besoin de revoir ce que nous appelons la sociologie des mouvements sociaux ou l'histoire des mouvements sociaux.
Il arrive que l'Antiquité africaine nous a offert ces paradigmes de voir le monde, comme j'ai fini de le dire. Même Afrique va entrer en crise à partir du 8e siècle après Jésus, avec l'invasion des Arabes qui vont apporter l'islam. Et de l'autre côté, l'impérialisme européen qui va dater plus ou moins du 15e siècle. Hein? Alors, ces deux impérialismes, arabe, islamique et l'impérialisme européen, ont certains éléments en commun. Les premiers éléments, c'est la déstructuration du continent africain, de ces sociétés africaines. L'autre point, c'est la question de l'esclavage. Nous avons les trafics transsahariens, les trafics qui vont amener les Africains vers l'Arabie Saoudite, Moyen-Orient et d'autres pays. Nous avons aussi l'esclavage. Les gens qui sont trafiqués, ils sont aussi mis en esclavage. Il y a un processus de transformation du corps des Africains en objets. Ces mouvements vers le Moyen-Orient, mais ces mouvements aussi vers le 15e siècle, surtout dans les cas 15e et 16e siècle, ces mouvements aussi aux Amériques. L'Amérique du Sud, centrale, Caraïbes, les États-Unis, comme nous le savons. Et la diaspora, ce que nous appelons la diaspora, qui est née de l'esclavage, c'est dans ces contextes-là. Si aux Amériques, les populations africaines qui sont prises en esclavage, ils sont entrés dans ce que nous appelons la colonisation de l'Amérique latine par les Européens. De l'autre côté, en Afrique, timidement, nous avons la colonisation. Mais la grande colonisation avec cet impact que nous connaissons, ça va être au 19e siècle. Hein, c'est l'autre domination européenne. Parce qu'entre 15e siècle et 16e siècle, nous avons une présence européenne avec toutes ces intentions de dominer le continent africain, mais ils ne vont pas le réussir. Parce que les États africains ont résisté jusqu'à un certain point, mais dans d'autres autres places, nous savons que les Européens avaient cette ambition de dominer l'Afrique. Je parle, par exemple, de la région connue comme Congo-Angola. Hein? L'empire du Congo, comme le royaume de la reine Nzinga, Ndongo, nous voyons déjà là-bas la présence des Portugais avec cette ambition, cette volonté de dominer l'Afrique. Nous avons aussi d'autres parts de l'Afrique, mais mes limites, c'est là, c'est là. Alors, ces mouvements historiques de domination, ces impérialismes arabes et les impérialismes européens, comme j'ai dit, dans un premier moment, vont s'occuper de prendre en esclavage les êtres humains, les esclavagiser. Bon, vous vous rappelez que l'être humain aussi est né de la nature. Parce que le problème de la crise écologique n'est pas seulement parce que, disons, les modèles européens, ce que Boaventura appelle la raison insolente, disons comme ça, cette raison insolente n'attaque pas seulement la nature, hein, ce qu'on appelle l'environnement, l'autre terme problématique. Mais rappelons-les que l'être humain, le Muntu, est parti de la nature. Je ne suis pas en train de le dire comme le disaient les Occidentaux, dans le sens des les Africains sont de la nature, cette vision de la nature négative. Mais nous sommes nés de la terre. Les êtres humains sont produits de la terre. Donc, quand maintenant vous dominez un être humain, vous dominez la nature. Mais maintenant, il faut le lire aussi la grande dispute
les dominations arabes, les dominations européennes, aussi ont des visées des dominations de l'écologie, ont des visées de dominer, disons, la nature, de dominer l'environnement, de dominer les territoires d'autres peuples. On ne peut pas les séparer. L'approche que nous sommes en train de faire pour réfléchir ces questions passe par ça. En d'autres termes, les dominations que l'Afrique va subir, les Africains vont subir, et leurs descendants, c'est une domination de tout ce qui est l'ontologie africaine. Il y a une littérature africaine qui parle de la crise du Muntu. Mais la crise n'est pas seulement le Muntu. La crise, c'est la crise du paradigme africain. Le paradigme, c'est cette cosmoperception africaine. Elle est perturbée, elle est dominée. Et ça a des conséquences au niveau écologique, au niveau spirituel, au niveau culturel, au niveau social, dans tous les plans que nous pouvons s'imaginer. Donc, vous voyez que l'approche que je suis en train de proposer, elle est un peu différente. Parce que ici, je suis en train de proposer de travailler avec l'histoire de la longue durée. Et je ne suis pas le premier. L'histoire générale de l'Afrique fait cela, Cheikh Anta Diop fait cela, Théophile Obenga et d'autres intellectuels africains. Alors, cette crise-là, comme j'ai dit, l'esclavagisme et la colonisation vont avoir d'autres impacts parce qu'ils sont accompagnés avec le racisme qui apparaît très tôt. Ces racismes-là, dans ces contacts avec ces peuples dominants de l'Afrique et des Africains. Et cela va nous amener certaines conséquences que je vais ici énumérer. L'anthropologue kenyan Annie, elle va dire que la colonisation, l'esclavagisme ont causé ce qu'elle appelle l'état de Maafa. Maafa, c'est l'impact, ce sont les séquelles psychologiques, psychiques, culturelles, économiques, politiques. Les Africains sont déstructurés dans beaucoup de points. Hein? Et cette crise, c'est ce que nous appelons, comme j'ai dit, la crise du Muntu. Certains vont appeler la crise écologique, mais c'est la crise de Ubuntu. Cette vision africaine de percevoir la réalité dans sa connexion, où les divins structurent les choses, nous entrons en perturbation. D'ailleurs, la communauté sacrée ancestrale africaine a été attaquée par les Arabes, par les Européens, quand ils vont dire que tout ce que les Africains font, ce sont des choses de diable. Les processus de diabolisation à voir aussi avec ça. Pour donner un exemple, nous savons la déstructuration des systèmes politiques africains, des organisations familiales africaines, des impositions de modèles qui n'ont rien à voir, par exemple des rapports entre hommes et femmes, et tout ça, les Européens, les Arabes vont nous déstructurer. Dans ce cadre-là, ces racismes se manifestent de plusieurs façons. Les racismes se manifestent du point de vue, ce que certains vont appeler les racismes épistémologiques ou l'épistémocide. Hein? Disons, c'est mépris des savoirs africains. J'aime aussi beaucoup dans les écrits de Gina Thésée, quand elle parle des injustices, non? Mais dans cette dimension plus intersectionnelle, des justices épistémologiques, des injustices épistémologiques, injustice sociale, injustice de genre, des injustices environnementales. Cette perspective-là, quand nous le prenons dans le cadre déjà des philosophies africaines, et d'Ubuntu par exemple, l'intersectionnalité, elle est déjà présente parce que les philosophies africaines partent de l'idée selon laquelle la réalité est toujours en connexion. Vous vous rappelez les trois communautés. Si nous avons la grande communauté tout, la vie pleine, cette vie pleine se manifeste à partir des réalités particulières. Comme j'ai déjà dit, la communauté sacrée ancestrale, la communauté univers nature et la communauté des êtres humains. Donc, les injustices sont données dans ce cadre-là. Il y a les injustices contre les divinités africaines,
contre les ancêtres des Africains. Il y a des injustices contre l'univers, contre la nature, et les injustices contre la communauté bantou des personnes. Il y a des auteurs aussi pour travailler ces situations de crise. Et là, nous avons plusieurs écrits. Fanon, qui va par exemple faire un débat du point de vue de la psychanalyse. Nous avons des conséquences du racisme dans les corps des Noirs. Comment ça crée l'aliénation. Mais l'aliénation aussi, elle est économique, elle est sociale, elle est de tout genre. L'aliénation, c'est un des concepts que nous pouvons ici évoquer. Cette aliénation affecte les Africains d'une part, mais de l'autre part aussi, nous dirions, ça affecte aussi les Africains qui sont dans la diaspora. Ça va les accompagner. Ça va les accompagner. Bon, dans ce cadre, j'ai déjà travaillé certains problèmes. Et ces problèmes, comme j'ai dit, si les désirs africains, dans l'Antiquité, c'est un désir, tout est en mouvement, il y a un processus dans toutes les choses. Avec la domination arabe, la domination européenne, je suis en train de dire que le désir africain va souffrir des problèmes. Va souffrir des problèmes. Les problèmes que ce désir africain va souffrir, et j'ai déjà évoqué certains. Donc, les Noirs sont en crise. Les Africains sont en crise. L'historien politologue Achille Mbembe, je pense, dans son livre La raison noire ou nègre, la raison noire, c'est important. Ce désir-là, il va montrer la crise dans le contexte du capitalisme, de la globalisation, ceci, cela commence à nous affecter. Bon, maintenant, le dernier point que je vais travailler, quand il y a les dominations, toutes les dominations qu'il y a eu en Afrique, les Africains ont réagi. Ça, nous pouvons commencer depuis la domination arabe et d'autres dominations, même en Égypte, les Romains, les Grecs, tout ça, tout ça. Mais je voudrais seulement souligner surtout la domination des Arabes. Si nous les datons entre les 7e siècle, 8e siècle, après Jésus, là aussi, nous avons des nouvelles des révoltes des Africains en Irak et d'autres parts, où ils ont été esclavagisés. De la même façon, nous avons des nouvelles des résistances des Africains dans les diasporas, où ils étaient dispersés. Dans le cadre, ce qui me concerne, je voulais parler de la diaspora brésilienne, où je suis situé. Donc, à toute domination, nous avons des résistances. C'est pour cela, la clé de lecture de l'histoire générale de l'Afrique, selon laquelle il faut lire les histoires africaines dans l'optique des résistances, elle est très importante. Ici au Brésil, moi j'adore les écrits du sociologue Clovis Moura, qui dit que la culture noire, c'était une culture de résistance. Alors ces résistances-là, qui vont faire que les désirs africains, ces mouvements-là africains, c'est les mouvements de résistance. Les mouvements de résistance. Les hommes, les femmes, les font. Et nous connaissons non, ce qu'on appelle des Quilombo, des Palenque. Donc les Africains ont de plusieurs façons, disons, prôné ces résistances. Bon, dans ce cadre ici, j'ai mis pour vous, pour finir, ça c'était un cours que j'avais donné, qui s'appelle Genre, les relations internationales et développement africain. J'ai travaillé avec les figures des femmes africaines. J'ai choisi quelques figures des femmes en Afrique et d'autres femmes africaines dans les contextes d'esclavage et d'autres dans la contemporanéité. Donc cet exemple, c'est fantastique pour finir ici, pour défendre la thèse que je disais. On ne peut pas comprendre les mouvements de résistance africains, les mouvements qui sont africains, si on va les isoler, disons, de l'histoire de la longue durée africaine. On ne peut pas les mettre seulement aux années 60, aux années 70. Les résistances africaines viennent de longtemps. Et c'est comme ça que nous le comprenons. Bon, dans ce cadre ici, je vais donner ce même exemple. Je citerai par exemple
j'avais comparé par exemple la reine Njinga Mbadi, nous sommes en Angola, et la reine Al-Kwatuni. Nzinga, elle est de Ndongo. Nous savons que Ndongo était un royaume qui dépendait, qui était un peu dominé jusqu'à certains points par les royaumes du Congo. Hein? Mais après, les royaumes Ndongo a pris son indépendance. Et là, nous savions que les Portugais y allaient et voulaient dominer tous les territoires. En voulant dominer ces choses-là, Nzinga, qui a succédé à son père, a fait la résistance. Et nous savons que cette femme, cette reine, elle est une diplomate, stratégiste. Elle a défendu son territoire, elle a défendu son peuple. Une femme qui fait la diplomatie. Sa lutte, c'était une lutte pour défendre son peuple, une lutte pour défendre son territoire, une lutte pour défendre la vie. Même si nous savons que dans certains récits, l'on dit que la reine Nzinga, vers la fin de sa vie, elle va se convertir au christianisme, c'est cela. Mais nous avons aussi d'autres figures dans ce territoire du Congo. Hein? Les gens qui sont en train de défendre leur spiritualité traditionnelle. On avait imposé un modèle d'un christianisme colonial, mais de l'autre côté, il y a eu des réactions pour, disons, africaniser ce christianisme-là, en recourant même à des conceptions, disons, de la tradition du sacré. Alors, il est très important de les voir. Par exemple, les mouvements que fait Nzinga, ne pas seulement un mouvement, ce n'est pas isolé. Donc, les droits biocosmiques que je suis en train de parler, ce sont des droits qui vont dans la direction de défendre en même temps, les trois communautés. Ou la grande communauté qui est la communauté Ntu, qui est la grande communauté, qui est la communauté Kalunga, l'être infini, l'incréé, ou la communauté Mahat. Et disons, c'est aussi pour défendre la dignité des communautés particulières. La communauté sacrée ancestrale, la communauté l'univers nature et la communauté Bantu. Pour finir, l'autre figure que moi j'avais travaillé dans ma discipline, que je travaille beaucoup dans ma discipline, je vais seulement prendre l'une ici. Et là, j'avais comparé par exemple la figure de Wangari Maathai, l'ambientaliste kenyenne. Nous sommes au XXe siècle. Hein, et de l'autre côté, la figure de Teresa de Benguela. Teresa de Benguela, de nouveau, est une femme qui est sortie de la région là, du Congo. Elle a été esclavagisée au Brésil. Hein, disons qu'elle est née ici. Mais avec son mari qui est Jean Piolo, hein, elles étaient là pour défendre les Quilombo, non? Les Quilombo de Piolo. Nous sommes dans la grande région de la forêt de Pantanal, à Mato Grosso, ici au Brésil. C'est aussi l'écologie. Ils faisaient de l'agriculture, ils avaient tout un parlement pour traiter de la politique. Et c'est la vie. De nouveau, quand nous rentrons, nous voyons de nouveau, ce sont les droits biocosmiques qu'ils vont défendre. Je n'ai pas parlé ici de la figure des... je parlerai de l'autre figure très importante dans l'histoire brésilienne. Je parlais de la reine Al-Kwatuni. Al-Kwatuni aussi, qui est sortie du Congo. On l'avait pris comme esclave à Pernambuco. Après, elle a réussi à fuir. Quand elle fuit, elle va rentrer. Elle va rejoindre les Quilombo de Palmares, où les Noirs qui étaient en système d'esclavage ici au Brésil allaient se réfugier. Et nous connaissons qu'aujourd'hui, nous parlons de la République de Palmares. Je suis au XVIIe siècle. Une république fondée par les Africains en esclavage au Brésil. Ils ont reproduit tous les systèmes politiques, économiques, de production de biens des modèles africains, toutes les technologies africaines. Et nous sommes en train de parler d'une république qui avait autour de 20 000 personnes.
l'économie se faisait, tout se faisait ici au Brésil. Et nous sommes pardon, c'est 18e siècle. J'ai parlé de 17e, c'est 18e siècle. Et dans ce cadre-là, la reine Al-Khatouni, elle va être la grand-mère des fameux Zumbi de Palmares. Donc, nous avons des femmes là-bas qui sont en train de défendre. De nouveau, les Noirs luttent et sont en résistance pour défendre les droits biocosmiques. Ça veut dire la dignité de leur divinité, de leurs ancêtres, cette mémoire. En même temps aussi, c'est les territoires où ils habitent. En même temps aussi, c'est la cosmovision du monde. Et en même temps, la vie des êtres humains. C'est ça ma contribution pour cette table. Et je pense que la philosophie africaine nous donne cette opportunité de repenser la façon de thématiser quoi, la sociologie des mouvements sociaux ou l'histoire des mouvements sociaux. Ça, c'est la nouveauté que la pensée africaine apporte dans son congrès. Et je vous remercie. Et qui veut encore connaître un peu de ce que je fais, c'est seulement rejoindre mes écrits. Là, vous trouverez beaucoup de bonnes choses. Et je vous remercie.